On a choisi quelques grands témoins. Je ne sais pas si Françoise Alliot est là, parce qu'elle a le Covid, non, qui était la responsable présidente de l'AFLAR. Sophie Beaupère est là. Sophie. Sophie est déléguée générale d'Unicancer. Et la question que je souhaitais poser à Sophie Beaupère était de savoir, puisque nous avons pris ce modèle un petit peu en référence pour l'avenir des hôpitaux publics, vous entendre un petit peu sur ce fonctionnement, cette gouvernance médicalisée chez Unicancer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'ai effectivement trouvé le débat passionnant et effectivement, il y a moult idées et orientations que nous partageons d'ailleurs au sein des centres de lutte contre le cancer. Alors merci de m'avoir permis de parler du modèle des centres. Alors je tenais à dire, même si j'aime beaucoup la formule être inclusif et pas un modèle extractif, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire dans les centres, d'être inclusif envers l'ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux, de l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les centres au service de la prise en charge du cancer et aussi de la recherche. Mais je tiens quand même à dire d'emblée que nos problématiques sont les mêmes que celles qui sont rencontrées, qui ont été évoquées lors de la table ronde. Difficultés majeures d'attractivité pour l'ensemble des professionnels, soignants, médicaux, difficultés à fidéliser les professionnels, notamment les plus jeunes d'entre eux, et problématiques aiguës. À Gustave-Roussy, il y a 20% de lits d'hospitalisation complète fermés actuellement, faute de professionnels paramédicaux. Donc les problématiques, elles sont majeures, et donc les solutions, elles sont celles qui ont été évoquées, fluidifier l'exercice des professionnels dans des structures de différents statuts, ça paraît majeur. Résoudre effectivement les problématiques sur lesquelles je pense qu'il y a une avis unanime quand on parle avec des directrices difficiles le plus souvent et représentants d'établissements sur la fin de Parcoursup à mettre en place d'urgence compte tenu des conséquences que ça a sur l'échec en fait des études, enfin un pourcentage important d'abandon des études d'infirmières. Et donc ces orientations pour nous elles sont vraiment fondamentales. Il faut encourager les pratiques avancées, il y a encore beaucoup de choses à faire en cette matière. Je pense qu'on n'a pas le choix compte tenu du choc démographique que l'on a actuellement. Mais alors sur le modèle, puisque c'était effectivement la question, pour rappeler, c'est vrai qu'on a une spécificité dans le paysage français, pas forcément d'ailleurs au niveau international. Pourquoi ? Parce les centres sont privés à but non lucratif, ce qui fait déjà le caractère hybride de ces structures, dirigées par des médecins, chercheurs, et avec une gouvernance qui a sans doute effectivement un caractère équilibré. Puis, de par cette direction, de par le fait aussi, je pense, et ça c'est important de le souligner, que, il y a une très forte cohésion et cohérence puisque l'ensemble des professionnels sont fédérés autour de la prise en charge coordonnée des patients atteints de cancer et des objectifs de recherche. Et puis aussi, je pense que c'est ça qui est important, qui est peut-être pas toujours mis en avant, c'est la taille humaine des structures en fait, qui est comprise entre 1000 et 4000 salariés maximales, qui permet, c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais à tout le monde de pouvoir se parler quand il y a un problème, et cela change tout, bien évidemment, pour pouvoir fluidifier l'exercice et travailler en équipe, comme l'a souligné Christelle Galvez. Aussi, le mode de délégation est assez clair. Il y a des entretiens d'évaluation pour l'ensemble des professionnels. Les directeurs de département équivalents des chefs de pôle sont nommés par la direction avec une lettre de mission très claire, des objectifs à remplir et sont évalués en fonction de cela, et en même temps bénéficient d'une large délégation de gestion au quotidien. Et je pense que c'est cela qui, c'est finalement des règles un peu de bon sens, je dirais, mais qui permettent de fonctionner de manière somme toute assez fluide et de participer à ces défis qui sont si nombreux. Et je tiens à souligner pour finir que nous sommes très supportifs, comme d'autres d'ailleurs, de cette vision pluriannuelle qui a été évoquée, de pouvoir se projeter de manière pluriannuelle avec une vision prospective sur tous les enjeux, la prévention, puisque, et je conclurai par ça, les progrès scientifiques et techniques permettent d'avoir une médecine de plus en plus personnalisée, par exemple en cancérologie, mais c'est pas seulement la prise en charge, c'est aussi le dépistage, la prévention, qui peuvent être de plus en plus personnalisés de par l'évolution technique et scientifique. Encore faut-il que notre modèle et notre organisation du système de santé suivent suffisamment rapidement ces évolutions.
Merci, je salue l'arrivée de Grégory Doucet, maire de Lyon, que je remercie d'être ici. Deux mots, Laurent Lantieri, si on peut faire un peu court, mais ce qui nous intéresse avec vous, c'est que vous êtes à l'hôpital public, vous avez réalisé des premières mondiales en greffe de visage. Est-ce que espérer refaire de l'hôpital public un fer de lance de l'excellence médicale, ça vous semble pertinent ? Ça me semble indispensable. Je pense que le CHU où je suis, c'est faire aujourd'hui la médecine de demain. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'administration nous demande de faire aujourd'hui la médecine d'hier. Et c'est un vrai problème. On nous dit, les statistiques nous disent ce qu'il faut faire. Faut faire selon ce qu'on vous dit. Les organisations, vous devez suivre, vous devez faire des papiers. Aujourd'hui encore, je reçois des documents pour avoir les autorisations de faire des greffes. Ça fait 22 ans que je remplis les documents administratifs en autorisation de faire des greffes. Donc pour moi, le CHU, le centre hospitalier universitaire, il doit laisser la liberté de créativité aux professeurs d'université. Aujourd'hui, j'ai presque honte d'être professeur d'université. Je le dis devant Patrick Folou, qui aussi dit ce qu'il y en a, parce qu'aujourd'hui, ça n'est jamais que des affaires de politique. On ne parle plus. Ce qui est important, c'est d'avoir un étudiant en médecine. Ce qu'on fait aux premières années d'étudiants en médecine est une honte. Ce qu'on fait aujourd'hui aux étudiants en troisième cycle est une honte. On oublie que notre quintessence d'être professeur d'université, c'est de former les plus jeunes, c'est de les accompagner et de participer aux soins. Et un professeur d'université, c'est quoi? Un professeur de médecine, chirurgie, c'est trouver des nouveaux traitements, les évaluer, les publications, c'est important, et ensuite les diffuser, les enseigner. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on a oublié tout ça. On a oublié toute cette partie-là. Et on a oublié le contact aussi avec ceux qu'on a formés, qui vont ensuite dans le privé, qui vont ensuite nous apporter quelque chose. Et puis on a oublié une chose qui est très importante, c'est que moi, aujourd'hui, qui suis un médecin extrêmement spécialisé, si la médecine générale ne fonctionne pas, si la médecine générale ne peut pas fonctionner, eh ben moi, je ne peux plus faire des greffes. C'est absolument indispensable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse continuer à faire ces prouesses? Eh ben, il faut donner de l'argent, il faut donner des moyens à la médecine générale. D'abord et avant tout, parce que sinon, c'est l'hôpital qui est obligé d'assumer ça, et moi, je ne peux plus faire. Et puis, un autre point, c'est aussi les soignants. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des grands patrons, c'était important. Puis on voyait ces services où il y avait l'aura du grand patron. Maintenant, aujourd'hui, le mandarin, il a droit à 3 crayons, c'est tout juste si on ne lui retire pas ces 3 crayons. Enfin, sinon, on a l'ordinateur parce qu'on lui faut faire des codages toute la journée. Et puis il y avait cette ambiance qui était une ambiance de compagnonnage et surtout une ambiance, je dirais presque d'un atelier. C'est-à-dire que le chef de service, il faisait cet atelier. Je crois que c'est important de retrouver, c'est le chef de service, l'atelier, le soignant, la transmission, et pas c'est transversal avec vous demandez, pour avoir une infirmière, il faut demander au siège pour savoir si ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Lorsque je fais ces premières, on ne fait pas tout le temps, et je fais autre chose, je fais du quotidien, beaucoup de quotidien, eh bien, après, les gens qui ont été là ont envie de faire plus, ont envie de se dépasser. Ils restent le soir, je fais, j'ai une urgence à reprendre, mais je reste pour vous, monsieur Lantieri. La fille qui était là 2 mois avant sur la greffe de visage. Parce qu'elle a vu quelque chose, et parce que ça lui parle, et parce que c'est important. Et donc c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette petite étoile, c'est cette miracle que l'on a lorsqu'on fait la médecine, que j'ai trouvé et qu'aujourd'hui je ne trouve plus, mais que je veux retrouver. Et pour ce qui est des territoires, pour terminer un petit peu, j'ai beau être dans mon bel hôpital, ce navire amiral qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, avec vue sur la Tour Eiffel, c'est magnifique, les hélicoptères qui se posent, c'est fantastique, le grand hôpital de Verre, je vais régulièrement dans le territoire que j'aime beaucoup, qui est la Corse. Mais au lieu de faire venir les patients traverser pour que je puisse se reconstruire, j'y vais. Et je crois que c'est important d'aller sur des territoires. Nous, universitaires, nous devons de temps en temps nous déplacer. Et nous devons faire aussi des urgences. Tous les lundis, je suis d'astreinte dans mon service. C'est moi qui suis d'astreinte. C'est important de continuer à faire cette permanence de soins. C'est pas parce qu'on est une série universitaire qu'on approche la soixantaine. Alors, effectivement, quand on m'appelle à 2h du matin, je ronchonne un peu. Mais c'est hyper important de continuer parce que c'est comme ça que l'esprit doit se développer. Et je pense que le territoire est important. Et que tout le monde doit participer, comme on l'a dit, à tous les niveaux, pour retrouver cet esprit qui a fait le meilleur de la médecine, c'est-à-dire le meilleur de la médecine a été fait par 2 choses pour moi, la sécurité sociale, permettre à tout le monde d'accès aux soins, et les CHU permettent d'avoir la meilleure médecine mondiale.
On a perdu ça, on a voulu faire autre chose. Eh ben, retrouvons-le, je pense, avec le territoire et avec les travaux que tu diriges et que j'admire. J'admire tout cet esprit de fédération qu'il y a pu avoir avec des gens d'horizons extrêmement différents et qui veulent tous travailler dans la même direction. Merci. Je salue Gilles Legendre qui est arrivé, député de Paris, et Jean-Louis Touraine qui nous fait le plaisir, ancien député, personnage important du système de santé, qui nous fait le plaisir d'être là. Un mot, Jérôme Marty, pas sur l'exercice libéral, je sais que vous êtes intarissable là-dessus, mais peut-être sur cette évolution un peu du secteur privé vers une financiarisation, via les grands groupes, mais aussi via des nouveaux modèles de centres de santé privés en dentaire ou en ophtalmologie. Quelle est votre appréciation de cette évolution ? Je vais en parler, mais d'abord te remercier, Frédéric, pour ce que tu as mis en place. Et je m'adresse aux politiques qui sont dans la salle. Ce qui doit vous frapper ce soir, c'est la capacité qu'a eu ce garçon de réunir des gens d'horizons aussi différents que Christophe Prudhomme, Patrick Pelouse, Philippe Cuc, Olivier de Saint-Lary, moi-même, etc. Alors on n'est pas d'accord sur tout en micro, mais en macro on est tous d'accord parce qu'on porte une même idée qui est la médecine. Et cette médecine, il faut qu'on la sauve. Thomas Lilti, le réalisateur, disait que ce métier est un peu une malédiction, et il l'est devenu du début à la fin. Quand on prend les externes et les internes, comme l'hôpital va mal, on leur demande toujours plus, 50 heures, 60 heures, 70 heures, 80 heures, 90 heures. En les payant mal, un jeune interne aujourd'hui se suicide 3 fois plus que notre jeune du même âge. 3 fois plus que notre jeune du même âge. Ils s'épuisent, et au final, on les épuise et on les tue. Si on prend après nos professions, que ce soit à l'hôpital ou en ville, c'est pareil, ce qui est important, et on l'a dit, Patrick l'a dit, Philippe l'a dit, ce qui est important, c'est que les soignants soient heureux. Ce qui est important dans notre système, c'est ça, vous ne vous trompez pas, c'est les mains qui soignent. Sans ça, on n'arrive à rien. Et des mains qui soignent, on en a de moins en moins. Chez les paramédics, comme chez les médecins. À l'hôpital public, comme dans les cliniques privées, comme en médecine de ville. De moins en moins. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moins vous aurez de moyens qui soignent, moins ça marchera. Moins nos métiers seront attractifs, moins on y arrivera. Et le système continuera à tomber. Et de cette crise que l'on vit, naissent les monstres. C'est ce dont il vous parlait. Qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis quelques années ? On a vu à la fois une administration qui progressivement nous a tués, a effondré le système, et maintenant on voit arriver une certaine financiarisation du soin qui fait de même. On voit arriver CARE, Livy, Medadom, des cabines des cabines Afrique, des cabines de téléconsultation. On voit arriver des groupes financiers qui mettent la main sur le soin et qui n'ont qu'un but, c'est avoir toute la filière. On a vu, nous, nos cliniques privées, se restructurer de plus en plus dans un tel marasme économique que leur seul salut était celui-là. Et comme ils arrivent en haut de la pyramide et qu'il n'y a plus rien à restructurer, et qu'il faut bien contenter les actionnaires, on s'attaque à d'autres secteurs, comme la médecine de ville. Et on finit par avoir des gens qui vont avoir toute la filière de la naissance à la mort. De la naissance à la mort. Que croyez-vous qu'ils vont faire ? Est-ce que vous croyez que les soignants vont s'y retrouver ? L'administration nous a volé le soin, et aujourd'hui, parce que le politique a été incapable de faire face à la crise, et que la nature a horreur du vide, la finance va voler le soin aux soignants. C'est pour ça que le projet de Frédéric est indispensable, indispensable, parce que les choses vont très vite, et que nous, on assiste à une seule chose, nous tous soignants, qui que nous soyons, de quel secteur, de quelque secteur que l'on soit, on assiste à un mur qui s'effondre et à des réformes qui ne sont qu'un étayage sur ce mur qui s'effondre. Et si on ne prend pas à bras le corps si on ne met pas en place une vraie réforme systémique comme veut le faire Frédéric, on n'y arrivera pas. Voilà ce que j'avais à vous dire moi ce soir.
Dernier mot sera donné au pharmacien. Guy Bonnefond, il est là. Guy Bonnefond, vous êtes ex-président de l'USPO et donc pharmacien bien connu. Est-ce que, voilà, 2 mots sur, vous avez entendu ce prochain modèle, vous le connaissez, vous le suivez. Quel est, à votre avis, va-t-il dans le sens de ce que souhaitent les pharmaciens pour le nouveau modèle? Donc merci Frédéric, merci pour ce travail. Donc bien évidemment, nous, l'approche territoriale, pour nous, elle est excellente. Mais il ne faut pas se tromper dans la façon de réfléchir cette approche territoriale. Oui. Donc l'approche territoriale, oui, mais il ne faut pas se tromper dans la façon de réfléchir. D'abord, c'est les besoins des patients. Donc il faut définir les besoins des patients sur ce territoire. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a de la précarité? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes âgées? Est-ce qu'il y a beaucoup de diabétiques? C'est ça qu'il faut avoir au départ comme diagnostic. Et après, on a l'offre de soins. Et en fonction de l'offre de soins, eh bien, on s'organise. Mais on ne pense pas à réorganiser l'offre de soins sans avoir fait cette évaluation. Alors, après la boîte à outils, bien évidemment, eh bien, il y a les transferts de compétences. Et ce n'est pas un gros mot. Parce qu'il va falloir répondre à la situation qui se dégrade très vite. Alors les transferts de compétences, c'est bien sûr les protocoles pour le suivi des patients chroniques. Ça existe dans tous les pays. Dans tous les pays. Et aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce que c'est utile ou pas utile? Bien sûr que c'est utile, ça dégage du temps médical. Les soins non programmés. Il y a des protocoles qui permettent aujourd'hui à d'autres professionnels de prendre en charge des soins qui ne nécessitent pas un passage à l'hôpital ou avoir un diagnostic médical. Ben oui, c'est le projet OSIS en Bretagne et c'est d'autres protocoles qui existent aussi dans d'autres pays. La coordination ville-hôpital. Tout le monde s'intéresse à la lettre envoyée au médecin qui fait le bilan du passage à l'hôpital. Ah, il faut la ramener à 5 jours, à 3 jours, etc. Mais personne ne pense à l'infirmier qui doit avoir l'ordonnance avant que le patient sorte de l'hôpital. Parce que lui, il faut qu'il s'organise. Il faut que l'ordonnance soit donnée au pharmacien avant que le patient sorte de l'hôpital, parce que s'il y a une difficulté, il faut qu'il puisse s'organiser. Donc c'est ça la coordination, et en respectant le choix des patients. Sur les protocoles, juste une réflexion. Tout le monde est en train de dire, ah oui, les protocoles, oui, mais il faut attendre qu'il y ait une maison de santé pluriprofessionnelle dans le territoire pour le faire. Non. C'est le patient qui a besoin, parce qu'il est en difficulté, de constituer une équipe de soins primaires, c'est lui qui les choisit, on n'a pas besoin d'avoir une structure pour ça. On a des outils qui nous permettent de communiquer et de suivre les différentes décisions qui sont prises pour accompagner les patients. Bien sûr, sur ces territoires, les politiques de prévention, les politiques de vaccination, bien évidemment, les soins non programmés, et puis le médico-social. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé sont embolisés parce qu'il faut qu'ils donnent une réponse sur l'organisation, parce qu'il faut, à un certain moment, organiser le domicile. Il doit y avoir des structures qui permettent à la population de savoir ce qui est disponible et pas demander à un médecin, demander à un hôpital, demander à un infirmier de donner le tuyau pour savoir comment on peut faire pour avoir, à un certain moment, le fonctionnement du médico-social. Alors, juste sur les pharmaciens, bon, d'abord, nous, les territoires, on connaît. On est présent sur les territoires, ça fait 80 ans qu'on est régulé, il n'y a pas de désert pharmaceutique. Les permanences de soins, on est obligé de faire des gardes. Donc nous, on n'a pas de difficulté par rapport, et ça ne nous a pas empêché de continuer de travailler. Sur la crise sanitaire, eh bien, on doit tirer le positif. Le positif, c'est quoi? C'est que les pharmaciens, pendant 3 mois, quand les médecins ne pouvaient pas consulter, on a continué à renouveler les traitements des patients chroniques qui étaient stabilisés. On a vacciné, on a dépisté, on a permis aux autres professionnels de santé d'avoir accès à des vaccins, d'avoir toute la logistique, des tests, des masques, voilà. Donc on a travaillé ensemble pour que chaque professionnel puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc, travaillons en équipe, les patients en ont besoin, travaillons sur les territoires et l'approche que vous avez effectuée est excellente, c'est-à-dire d'avoir un territoire qui est cohérent, et puis utilisons toutes les compétences qui sont présentes sur ces territoires pour répondre aux besoins des patients, parce que je crois que vous l'avez dit, les patients aujourd'hui sont en attente et sont dans une situation qui commence à devenir extrêmement difficile, et les disparités d'accès aux soins sur le territoire, dans un pays comme la France, sont totalement intolérables. Merci Gilles.
Bien, je vous propose